Pour cette dernière conférence, en fait, on va répondre à une question qu'on nous pose tout le temps, c'est concrètement chez Coolity, vous faites quoi? Parce qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux, mais après, beaucoup de personnes oublient qu'à la base, on a un métier, c'est le métier de développeur. Et l'objectif aussi, c'est de vous montrer que c'est vrai que oui, il y a des grosses boîtes, mais il y en a aussi des plus petites. Et des plus petites comme la nôtre, avec le mode d'organisation qu'on va vous présenter, ça nous permet en fait de délivrer un certain nombre de projets sans avoir forcément besoin de devenir beaucoup plus gros. L'équipe en question, c'est nous 5, avec Jody à la régie. On est une équipe pluridisciplinaire, on est tous issus de la reconversion, sauf Erwan, qui lui a bien choisi sa voie. École d'ingé, boîte du CAC 40, etc. Et puis à un moment, il a voulu partir dans le plus petit, avec un peu plus de sens. Enfin, c'est le Parisien en quête de sens, enfin le Breton en quête de sens, qui a plutôt fait une transition professionnelle. Et après, pour nous tous, moi initialement, je viens de la mode et du divertissement. Florence, qui vous l'expliquais tout à l'heure, était opticienne, et Marie a été plein de choses. Prof de yoga, responsable de magasin à Decathlon. Et on s'est tous retrouvés en fait avec une envie de, on est tous intéressés par le code, on est tous intéressés par le code bien fait, et un truc qui nous unit aussi, c'est qu'en fait on a très envie d'être utile aux gens. Et même ça, en fait, ça se structure, et en fait la méthode qu'on a créée, c'est une méthode aussi qu'on a définie pour pouvoir faire le lien avec tout ça, toutes nos expériences passées, et tout ce qu'on avait envie de développer ensemble. Moi, dans les projets, je tiens la casquette d'analyste fonctionnel ou UX analyste, si on doit dire ça en anglais. Mon rôle, moi, je suis en fait l'interface avec le métier, donc en fait, c'est moi qui vais dépouiller tout ce qu'ils ont envie de faire, de sorte à ce que chez Coolity, ce qu'on adore, c'est les schémas. On a des schémas partout. On ne pourra pas vous faire des visites du bureau pour des questions de confidentialité, mais en fait, le bureau est rempli de cartos, etc. Et en fait, c'est de schématiser ce que le client veut pour après en faire des maquettes, de sorte à ce qu'après, notre super équipe de développeuses soit capable de retranscrire ce que veut le client. Erwan, donc avec du coup sa casquette d'ingénieur, il va plutôt prendre de la hauteur sur tous ces projets-là. Lui, il est plutôt du côté de l'architecture et du côté des référents techniques du client. C'est beaucoup plus simple d'avoir un ingénieur pour discuter avec des DSI. Et Florence et Marie, donc, qui sont tous les deux hyper complémentaires. Florence du côté du bac, Marie qui a une orientation plus front mais qui comprend le bac. En fait, c'est un duo qui est hyper précieux pour nous parce qu'en fait, toutes les deux, elles sont parfaitement capables d'assurer toutes sortes de projets grâce à leur complémentarité. Et Jody, en fait, elle n'est pas là pour rien non plus à l'échelle des projets, c'est qu'on l'implique aussi dès le début parce qu'on s'est rendu compte que quand on est communicant, les projets, quand on les sort, ce qui est en fait la base de son travail, c'est de valoriser nos projets, en fait, elle est au courant au dernier moment ou des fois on l'oublie juste. On lui dit « Ah, en fait, on a fait ça ». Et dans notre manière de travailler, en fait, Jody, elle est là à toutes les étapes des projets, de sorte à pouvoir récupérer l'information, le signal qu'il faut pour qu'ensuite elle puisse se débrouiller pour avoir des contenus à partager. Et sa casquette plus côté marketing, c'est aussi qu'en fait elle a une grosse vision du territoire et elle nous permet d'identifier les besoins, les tendances technologiques qu'il y a sur le territoire pour que nous on puisse toujours proposer les meilleures solutions à nos clients. Chez Coolity, un projet, ça commence avec 2 types de clients. On a le client qui a un brief, peu importe la forme du brief, ça peut être 40 pages comme juste une feuille avec 4 lignes, mais qui a en tout cas une idée très 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 précise de ce qu'il veut. Et le deuxième client qu'on a, c'est celui qui a un problème, et en gros, même en vrai, ce qu'il vient de nous dire, c'est la solution que je veux, elle n'existe pas. J'ai cherché, ça n'existe pas. Et c'est souvent en fait ces deux tendances-là qu'on va avoir. On peut avoir tendance à penser que la personne qui a un brief, c'est la personne la plus intéressante, mais parfois pas du tout, parce que c'est aussi celle qui est la plus rigide et qui a le moins besoin d'avancer. Et la personne qui a un problème, peut-être qu'elle peut faire un peu peur, mais en fait, finalement, c'est celle qui est la plus ouverte parce que quelque part, l'outil, elle s'en fiche. Tout ce qu'elle veut, c'est que quand quelqu'un vient nous voir, c'est le cas d'ailleurs, c'est en fait, moi, dans mon usine, je fais un pointage des ouvriers manuels sur un tableau blanc. Quelque part, lui, peu importe la solution, lui, ce qu'il veut pouvoir faire, c'est de pouvoir gagner du temps. Et c'est vrai que ces clients-là, je ne dirais pas que c'est ceux qu'on préfère, mais c'est les clients qui nous permettent un accompagnement plus global.
quand celui qui a un brief, en fait, ça demande un accompagnement plus précis. Et où il faut vraiment qu'on fasse en sorte de coller au maximum avec les attentes qu'il a. Et ces deux types de clients-là, en fait, par rapport à la méthode qu'on a mis en place, en gros, on peut être capable de les accompagner de la même manière pour arriver au même résultat. Et du coup, par rapport à ça, en gros, nous on appelle ça la méthode Cool IT, mais en gros, c'est l'ensemble des méthodes qu'on réutilise et qu'on a mis en place de par l'ensemble des expériences qu'on a en fait emmagasinées sur ces 10 dernières années. En fait, il faut savoir que notamment quand j'ai commencé, on était encore beaucoup sur le cycle en V, sur des vieilles méthodes. La méthode agile, c'était quelque chose qui commençait à arriver sur le marché, mais en réalité, on a l'impression que c'est là depuis longtemps. C'est là depuis longtemps pour les startups dans les années 2010. Avant, les autres entreprises n'étaient pas du tout dessus. On a encore accompagné des entreprises il y a encore 5-6 ans. Ils étaient en train de mettre en place une méthode Scrum pour d'organisation, de projets, etc. Et au fur et à mesure de nos différentes missions, de nos différents échanges avec les clients et du coup des projets de développement qu'on a eu avec eux, en fait, on a pu toucher à différents types d'organisation et de méthodos. Que ce soit de la méthode de gestion de projet, mais de la méthode aussi de développement. Et tiré de cette expérience, en fait, on a pris ce qui nous correspondait le mieux en termes d'organisation, en tant qu'agence de prestations informatiques, pour essayer d'avoir quelque chose qui colle le mieux à la fois notre organisation interne, mais également aussi notre organisation vis-à-vis de nos clients dans le cadre de nos projets. Et de par ce travail de fond, on retient en fait qu'on a surtout trois méthodes, process, qu'on retient dans le cadre de notre organisation. Le premier, c'est la méthode Lean, qui est plutôt un processus de gestion de tâches. Sur cette technique-là, on a surtout récupéré en fait la partie processus en tunnel. On a une tâche et elle passe d'étape en étape. On sort la tâche et en fait la tâche c'est une fonctionnalité, c'est terminé, on passe à la suivante. Et en gros, on a repris vraiment cette logique de on est là pour délivrer régulièrement. Ensuite, il y a la méthode Scrum, qui est l'un des plus gros frameworks aujourd'hui, parce que c'est un framework de la méthode agile. C'est très rigide en termes d'organisation, c'est une rigidité qui ne nous correspond pas. En revanche, il y a des choses à l'intérieur qu'on a gardées. On a regardé la notion de sprint, c'est-à-dire que tous les 2 semaines, on fait le point sur tous les projets, où est-ce qu'on en est, c'est quoi les priorités. On a intégré la logique de priorisation. Sur de la méthode Scrum, on n'est pas forcément sur une logique de priorisation, mais en fait, toutes les entreprises ont un peu leur logique de pondération sur qu'est-ce qu'on doit faire en premier. Nous, on parle de priorité. On en reviendra tout à l'heure sur la question de qu'est-ce qu'un objectif et une priorité, mais nous, on a intégré cette partie-là. On a gardé également la partie rituel du matin, c'est le sprint meeting. Le rituel du matin, c'est vraiment 15 minutes où on échange sur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça permet d'un premier temps, vulgariser et remettre à plat ce qu'on fait. Comme ça, on sait est-ce que du coup c'est clair. Ça permet aux autres de savoir ce qui va être réalisé dans la journée. Ça nous permet de nous savoir tu vas peut-être avoir besoin de moi sur ce sujet, etc. dans la journée. Et après, on a tout ce qui est sprint review, dans lequel en fait on s'intègre, mais pareil, dans une logique d'objectif. On n'est pas dans une logique de temps dans notre travail, mais plutôt dans une logique de qu'est-ce qui est prioritaire par rapport au reste. Et après, il y a le fameux cycle en V. Le cycle en V, en gros, c'est une organisation de projet dans lequel on a récupéré la partie de la logique par jalon, avec date de livraison. C'est des choses qui parlent à nos clients. En gros, on a gardé un peu les éléments du cycle en V pour faciliter la communication avec nos clients. C'est vraiment ce qui permet, en gros, quand on parle avec un client, de définir une organisation et, en gros, ça colle plus à du cycle en V qu'à de la méthode Scrum où, en fait, donner de la visibilité sur l'avancée d'un projet dans ce type d'organisation, c'est parfois compliqué. Et on l'a vu avec différents clients qu'on a pu avoir. Et donc, la méthode Cool IT, c'est vraiment l'agrégation, en fait, de ces différents éléments. C'est aussi une organisation qui nous permet de quasi supprimer la réunionnite. Parce que du coup, on se voit vraiment dans une logique de on produit et on ne se voit pas juste pour discuter et essayer de d'essayer de prendre des décisions. En fait, les décisions, on les prend très rapidement grâce à cette organisation. Donc, on est vraiment dans une logique de on veut délivrer vite, mais bien. Du coup, on a structuré pour savoir bien découper notre organisation projet et derrière, en fait, de pouvoir facilement communiquer auprès de nos clients. Ce qui nous permet du coup de faire la transition sur concrètement comment ça s'applique. Et là, à ce moment-là, du coup, je te laisse. Juste pour compléter par rapport au cycle en V, il y a aussi le fait que, notamment quand on travaille avec les grandes entreprises, c'est qu'on est quand même sur une logique de communication ascendante. Et donc, on a des clients où, en fait, ils
ils sont pas assez. Si on devait respecter vraiment les méthodes qui nous correspondent le plus, la méthode Lean ou la méthode Scrum, ça demanderait à ce qu'on intègre nos clients à plein d'étapes du rituel. Et en fait, nos clients aujourd'hui, ils sont pas assez matures pour ça. Ils comprennent pas trop en fait. Pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps leur demander des retours? Pourquoi est-ce qu'on doit tout le temps les impliquer à chaque étape du rituel? Et le cycle en V, ça nous donne en fait une logique de référent unique. Donc le client, il a une seule personne à qui parler. Et cette personne récupère les informations et après la redistribue au reste de l'équipe. Et ça nous permet aussi de lui donner des supports de communication pour qu'un puisse rendre des comptes à cette direction. Dans le concret, ça ressemble à quoi? Donc on retrouve notre client et on va avoir une toute première étape, c'est en fait d'abord on discute. On discute avec le client, on ne touche pas à une seule ligne de code. Ça a été très frustrant pour Marie et Florence quand elles sont arrivées, de se dire qu'en fait nous quand on démarre, on ne parle pas du tout de technique. On va commencer déjà par rencontrer le client et toute l'équipe rencontre le client. On rencontre tout le monde, des décisionnaires, l'utilisateur final, les personnes qui sont réfractaires au changement technologique comme les personnes qui sont ambassadrices. Et en fait, cette rencontre-là, en gros, on s'est inspiré des méthodes du UX Research pour pouvoir faire ça. Et c'est de vraiment demander au client de prendre une pause, prendre du recul, savoir qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu vas, qu'est-ce qui te dérange dans ton travail, etc. etc. Et nous, comme ça nous permet de cartographier où est-ce qu'il en est, de sorte à ce qu'on puisse identifier ce qui marche pas, ce qui est à changer, ce qui est à garder. Et il y a aussi en fait une logique de périmètre, parce que pour le coup, dans le cas de nos clients qui ont quand même un retard technologique assez important, c'est que pour eux, le changement c'est compliqué et ils n'ont pas envie d'avoir de l'ingérence. Il y a une grosse peur du prestataire par rapport à ça, c'est qu'on se dit en fait il va mettre son nez dans des choses dont j'ai pas envie de parler et j'ai pas du tout envie qu'il vienne changer ce que j'ai pas demandé. Et cette manière d'étudier en fait le besoin, nous comme ça avec le client de manière complètement transparente, on définit des périmètres. Quel est le périmètre technologique? Quel est le périmètre interne? Et en fait, qu'est-ce qui vous concerne en termes de sujet de fond? Parce que de toute façon, nous, on est là pour vous outiller, mais si vous avez d'autres problèmes, on peut vous permettre de les identifier, mais on ne va pas chercher à les résoudre. Parce qu'en fait, on propose des technologies, quoi. Pas plus. Et tout ça, en fait, en vrai, il y a beaucoup d'échanges. Généralement, en fonction de la durée du projet, on est sur des ateliers de nombre d'utilisateurs. En fait, on fait des ateliers d'1 à 2 heures qui vont aller pour des gros projets comme Valdis, où là, on a eu 1 mois d'études, comme des projets un peu plus courts, comme les CRE, par exemple, où là, ça a été une demi-journée complète. Une fois que ça s'est fait, en fait, nous, on gagne un temps fou parce qu'on comprend exactement où est le client, et ensuite, on va passer à une deuxième étape, c'est qu'on va faire de l'idéation ensemble pour définir où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez rectifier, mais toujours pas dans l'ordre chronologique, pas par rapport à la technologie, pardon, mais plutôt dans une logique de workflow. C'est qu'est-ce que vous voulez améliorer et c'est quoi le process idéal pour vous. Toujours à ce stade-là, on embarque toute la team, parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, on vient tous de milieux différents, et en fait, tous ces milieux-là, on a tous un truc à un moment, on fait « Ah mais moi ça me rappelle, quand je bossais à tel endroit, on avait fait ci, on avait fait ça, j'avais vu tel outil, etc. » Et du coup, ça permet pour nous de vachement enrichir la réponse qu'on va donner aux clients. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on intègre l'analyste et les devs dès le début, en fait, nos développeuses, elles savent exactement à quel problème elles doivent répondre, et ce qui fait que pour le code, quand on parlait de conception tout à l'heure, elles savent déjà plus ou moins vers où on va aller. Et elles savent en fait à quelle problématique elles vont répondre, ce qui fait que elles perdent un peu moins de temps, on évite les allers-retours en fait. On limite les retours clients en les intégrant dès le départ. Et puis en fait, forcément dans ces moments-là, comme c'est moi qui suis en charge des études et des maquettes, le fait que je leur présente aussi les maquettes au fur et à mesure, elles arrivent aussi des fois à retoquer mes dingueries en disant « Non mais attends ça, tu veux faire ça, mais est-ce que tu as pensé à ci, ça ?» Et ce qui fait qu'en fait, nous déjà, on va débattre dès le début, et le moment où on propose le projet au client, en fait, on est tous les 5 d'accord sur ce projet, et on sait déjà plus ou moins comment est-ce qu'on va le commencer. Une fois que cette étape-là elle est faite, on va passer à la structuration. On parle de structure plutôt que de conception, parce que la conception elle est à l'intérieur, parce qu'en fait, encore une fois, la technique elle vient qu'en dernier. On structure toujours avec ce qu'on appelle, nous, nos 4 briques ou nos 4 piliers, de ce qui pour nous, en fait, l'humain, l'organisation, la stratégie, la technique, c'est pour nous, en fait, les piliers d'une entreprise qui sont toujours chamboulés par un changement technologique. L'humain en premier, parce que, en fait, ça, c'est la première friction qu'on a, en fait, c'est l'humain. Et pourquoi? Parce qu'en gros, avant même de pouvoir définir des maquettes, on va déjà s'adresser on va identifier des compétences. C'est de savoir c'est quoi le niveau de compétences numériques des personnes, parce qu'en fait, si on développe quelque chose qu'ils sont incapables d'utiliser, pour nous, on a échoué.
parce qu'on est censé répondre à un problème. Et les utilisateurs, pour nous, c'est eux, en gros, qui ont droit de vie et de mort sur cet outil. C'est que si l'utilisateur ne sait pas l'utiliser, c'est pas l'utilisateur qui est en échec, c'est nous. Donc c'est hyper important pour nous de définir ça. On utilise une méthode européenne, en fait, pour ça, qui permet d'identifier, en fait, c'est des baromètres qu'on utilise pour pouvoir évaluer le niveau de maturité numérique des personnes. Et en fait, c'est un peu basé sur des compétences de lecture, de recherche, etc. En fait, on utilise quelque chose qui est assez normé là-dessus et qui permet après, encore une fois, de sortir des schémas et des graphes. Et on peut présenter ça à notre direction pour dire, vos utilisateurs, aujourd'hui, ils en sont là. Et par rapport à ça, en fait, on pourra partir que sur tel et tel type de technologie. Ensuite, on va aussi identifier leur capacité d'apprentissage, c'est-à-dire pour définir quel type de formation. Ça aussi, c'est hyper important, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous, par exemple, on travaille beaucoup avec le secteur industriel. Le secteur industriel, quand on travaille avec un ouvrier, il faut savoir qu'on est quand même dans un rapport à... Comment dire ? On a un rapport à l'apprentissage, à l'écriture, à la lecture qui est complexe. Et là encore, on ne peut pas arriver en leur proposant une solution si déjà, en fait, on se rend compte qu'on est face à des personnes qui ont du mal à lire et à écrire. Et donc ça aussi, l'apprentissage, c'est hyper important pour nous de pouvoir l'identifier, parce que si on est dans un rapport à l'écrit qui est douloureux, et bien peut-être qu'on va partir sur de l'audio. Peut-être qu'on va partir sur des solutions qui vont leur permettre de ne pas avoir en fait, à sortir de ce pourquoi on va travailler dans l'industrie. Et ça aussi, ça nous permet en fait, de gagner du temps, parce qu'on va définir des solutions qui vont être effectivement utilisées et que les utilisateurs sont capables d'utiliser. Et après, c'est trois éléments qui vont ensemble aussi, c'est qu'on va identifier la cohésion de l'entreprise, le niveau de communication et la culture numérique. Ça aussi, c'est important parce qu'on va aider notre client aussi à mettre en place la conduite du changement. Et donc, du coup, en identifiant ça, on arrivera à savoir où est-ce qu'il y a du conflit, sur quel sujet il y a du conflit, puisqu'en fait, si il y a du conflit, c'est le premier sujet qu'on va traiter. Comment est-ce qu'il communique ? Est-ce que la communication elle est fluide ? Ou alors elle ne l'est pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires ? Est-ce qu'il y a de la réunionite dans cette entreprise ? Parce que s'il y en a, on ne peut pas forcément chambouler leur comitologie, mais on peut quand même plus ou moins essayer aussi de les aider à améliorer leur communication de projet. Et la culture numérique aussi, c'est important, parce que toujours dans la conduite du changement, c'est que si on a zéro culture numérique dans l'entreprise, nous, on a toutes sortes de supports super cool, on va arriver, on va mettre en place des actions de sensibilisation. Et une fois que ça s'est fait, en fait, par rapport à notre projet, on sait aussi qu'on va pouvoir sécuriser l'accompagnement au changement. Après, on va parler d'organisation, parce que pour le coup, nos clients viennent avec plein de projets pour hier, mais ils n'ont pas forcément identifié le temps que ça va leur prendre de travailler avec nous. Et donc là, à ce stade-là, ce qu'on va échanger avec eux, c'est déjà les procédures. Est-ce que vous en avez ? Est-ce qu'elles sont pertinentes ? S'il n'y en a pas, qui va les écrire ? Et est-ce que vous avez besoin de nous pour les réaliser ? On va déjà aussi définir ça, on va identifier ça avec eux. Il y a une question de temps aussi, c'est que vis-à-vis de la date de déploiement, est-ce que vous êtes disponible ? Est-ce que vous êtes disponible pour tester ? Est-ce que vous êtes disponible pour la mise en prod ? Et est-ce que vous avez du temps à donner aux formations ? Et on va aussi définir ensemble quel est le meilleur moment pour mettre en place nos différents outils. Et enfin, et ça pour le coup c'est le nerf de notre activité, il y a une question de budget. C'est qu'en fonction de ce qu'on a vendu, parce qu'en fait à ce stade on a déjà signé, mais il y a quand même une enveloppe. Et en gros, vis-à-vis de l'étude qu'on a faite, on revoit aussi ensemble, est-ce que par rapport au budget qu'on a négocié, on est toujours dans les clous, on les prépare à des potentiels surcoûts, si finalement on découvre pendant l'étude qu'il y a peut-être des choses qui vont prendre plus de temps, peut-être que votre activité n'est pas forcément celle qu'on attend, et donc, par rapport à ça, le projet il va durer plus de temps, et donc en fait forcément il va peut-être coûter un tout petit peu plus cher. Et dans le cas où en fait, l'enveloppe est limitée, c'est qu'on va peut-être agir par élimination, il y a peut-être des fonctionnalités qu'on ne sortira pas, ou qu'on sortira plus tard. À ce moment-là aussi, on va parler stratégie, donc c'est que chaque outil qu'on développe, ils ont un objectif, et en fait ces objectifs-là, en tout cas dans notre cas, ils sont quand même assez communs, c'est qu'on a souvent soit des outils qui ont vocation à développer la stratégie commerciale de l'entreprise, leur relation client, la marque employeur ou la stratégie d'entreprise. Et en fonction, là aussi, on va définir en fait un peu c'est quoi l'importance du projet et c'est quoi notre niveau de responsabilité vis-à-vis de ça. Et comme on traite beaucoup de données, c'est de savoir aussi par rapport à la donnée qu'on va pouvoir traiter, laquelle est vraiment importante pour notre client. Et c'est uniquement à partir du moment où on a structuré ces trois briques-là qu'on parle de technique, qu'on va faire de l'analyse de risque, qu'on va auditer le système d'information, évaluer la faisabilité de ce qu'on veut mettre en place, identifier aussi la sécurité, c'est qu'est-ce qu'on doit sécuriser, est-ce qu'on est conforme sur tout, est-ce qu'il y a un plan de continuité d'activité, et est-ce que les éléments informatiques sont à l'intérieur, surtout quand il s'agit d'un nouvel outil. Et on va aussi en fait, réfléchir du côté des appareils. C'est que si on nous demande de mettre en place des solutions ultra performantes, mais que derrière on est toujours sur Windows 2000, ça peut être compliqué.
Je reviens sur l'exemple de l'industrie, c'est que en fait, on travaille aussi avec des secteurs où on va intervenir sur des sites où il n'y a pas Internet. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. On a été amené aussi, par exemple, à mettre en place de nouveaux projets sur des endroits où il n'y avait pas forcément suffisamment de connectivité pour les appareils qu'on allait mettre en place. Ça aussi, c'est des choses qu'on doit questionner. Parce que tout ça, en vérité, c'est ça qui fait que nos projets vont sortir dans les temps. Et une fois que tout ça c'est défini, à ce moment-là, on code. C'est à moi. Donc là, vous devez vous dire, ça y est, on va coder. En fait, pas tout de suite. Donc une fois qu'on a récupéré tous les éléments nécessaires à la compréhension globale du projet, après avoir discuté avec le client, etc., on passe à une organisation plutôt interne. Et on va découper le projet en plusieurs briques. Une grosse brique correspond à un objectif, par exemple la connexion ou développer le back-office, envoyer une facture, par exemple. Et chaque brique et chaque objectif va être découpé à nouveau, on va disséquer tout ça en grandes étapes. Par exemple, pour la connexion, il va falloir développer le login, logout. Et on a encore un niveau où chaque grande étape est à nouveau découpée en tâches. Donc, par exemple, pour le login, on va avoir à développer l'authentification dans le back, puis développer la fonction de login, puis créer un composant dans le front avec le bouton de connexion, etc. Donc, une fois que toutes ces tâches-là ont été définies et un peu atomisées, on effectue une répartition des tâches dans l'équipe pour pouvoir prioriser. Donc en fait, on priorise les tâches non pas par fonction métier principal ou par chronologie de navigation, par exemple, mais on a une logique de dépendance. Par exemple, donc on travaille avec la sécurité routière du Finistère en ce moment, dont l'objectif principal et central de l'application, c'est un questionnaire. On pourrait se dire on commence par le plus important, qui est le questionnaire, et en fait non, on commence par l'authentification, la gestion des rôles, tout simplement parce que c'est dépendant de l'utilisation de ce questionnaire. Ensuite, on passe à un découpage vraiment technique dans le code. On rencontre une nouvelle étape de conception pour définir comment on s'y prend, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir de la R&D, est-ce que ça existe déjà ou est-ce qu'on doit tout créer nous-mêmes. On doit lister tous les besoins, les dépendances internes ou externes, les API, etc. Et surtout, ça nous permet de nous structurer. Je commence par quoi, vers où je vais, je récupère telle donnée, où, etc. Et donc, c'est un redécoupage qui est très précis, très fin au niveau technique. C'est une étape où, notamment avec Erwan, on va beaucoup échanger entre nous, entre devs, pour vraiment élaborer la conception technique. Le but ici, c'est de ne pas foncer tête baissée dans le code, qui serait une perte de temps au final, et de se retrouver après avec des questions qui arrivent après coup et qu'on n'a pas pu anticiper. Donc à ce moment-là, on pose aussi beaucoup de questions au métier, donc à FEN, on peut faire des allers-retours, et justement pour débuter avec un maximum d'informations, et ça nous apporte un gain de temps énorme. Et donc c'est à ce moment-là que l'on code. Donc chaque tâche a un objectif timé, c'est la deuxième étape. Donc on a un suivi global de chaque projet, de leur avancée, que l'on requalifie éventuellement lors des sprints dont on a parlé précédemment. Mais il n'y a pas que les sprints pour parler de tout ça. On a l'avantage d'être une petite équipe et donc de pouvoir obtenir l'info en direct. Donc en fait, si on est confronté à une interrogation, si on a une idée, si on a un problème technique, j'ai juste à me retourner sur ma chaise et à poser la question. Donc c'est un gros avantage d'être en équipe à taille humaine. Et on a aussi des points tech qu'on a mis en place, nous, entre devs,
Donc ça, c'est toutes les semaines. On se réunit pour pouvoir partager des bonnes pratiques dans le code, des découvertes aussi, et éventuellement des choses qu'on peut répliquer sur d'autres projets sur lesquels on parle en ce moment. Le but, c'est de pouvoir avancer au niveau vraiment purement technique dans le code. Et ensuite, donc, quand j'atteins l'échéance de ma tâche, une fois mon code terminé, testé de mon côté, je le livre en interne en faisant une PR, pull request, à Florence par exemple. Et moi, je refuse toutes les PR. Non, du coup, suite à la revue de la PR, on valide que le code est bon pour tout le monde. On va effectuer des tests en interne. Et du coup, on va faire ça comme si on était le client. Donc pour ça, on demande à quelqu'un qui n'a pas travaillé sur le projet de tester l'application sans lui donner trop de détails pour avoir l'effet un petit peu de découverte. Donc généralement c'est joli. Donc je dis ça à tous les tests internes. Du coup ça nous donne une première recette, donc interne, des premiers retours et des premières corrections. Comme ça on peut passer en livraison en recette notre application à peu près terminée au client. Ensuite, on fait du coup la recette, donc c'est toujours le cas, on fait la recette avec le client. Donc maintenant, on fait comme ça, on fait en mode en live, parce qu'en fait, quand on fait à distance, les retours ils sont un peu plus compliqués à récupérer. On comprend bien que tester, c'est pas forcément la priorité des clients, surtout quand ils sont overbookés. Et qu'en plus, quand on fait des livraisons par lot, ce n'est pas une application finie, donc c'est pas forcément intéressant pour eux. Du coup, on fait tout ça ensemble. Donc, en présence du client, on regarde comment le client teste. Donc l'avantage, c'est aussi que ça nous montre un peu comment le client il se comporte, comment il va naviguer, s'il a des difficultés à trouver certains accès qui ne vont pas forcément... c'est ce genre de problème, ils ne vont pas forcément parler dans les tests, on les teste en autonomie. En plus, nous, on peut demander des précisions sur certains retours qui ne paraissent pas forcément clairs. On voit les bugs en direct, donc on sait tout de suite de quoi on parle. Et puis on familiarise en fait le futur utilisateur et qui va pouvoir se projeter dans son application et éventuellement lui parler aussi d'évolution pour la suite. Des évolutions, vous l'aurez remarqué. Voilà, donc le modèle en live, en fait, ça nous fait gagner du temps, on comprend mieux les retours, et puis c'est rapide et c'est précis. C'est un super avantage. Une fois qu'on a fait la recette avec notre client, on passe en fait au retour à corriger. Donc on a listé tous les retours, et on repasse en découpage comme les étapes 1, 2 et 3 que nous ont démarré. Bon voilà, il y a de nouveau du travail, et une fois qu'on est content de nos corrections, et bien à ce moment-là, ça peut passer en production, sauf si ça a demandé beaucoup de remaniement du code. Si jamais on a intervenu un peu trop profondément pour les corrections dans le code, à ce moment-là, on préfère faire retester à notre client qui nous confirme que c'est vraiment bien ce qu'il veut avant de passer en production. On a eu le cas en fait avec notre application Asa Data qu'on développe en ce moment. En fait, c'est une application qui permet de récupérer des données de stream de musique pour en faire des tableaux de bord, des statistiques. Et l'objectif de cette appli, c'est de suivre en fait des performances sur certains titres musicaux. Et donc nous, il y avait une statistique qu'on avait mal interprétée. Donc on pensait afficher comme tout sur les autres stats, en fait, semaine après semaine, le chiffre de cette stat. Et en fait, il se trouve que notre client, dans son usage, lui, il fait des cumuls de cette stat. Donc du coup, on a dû rajouter un calcul, modifier l'algorithme, modifier aussi l'affichage parce que c'était plus trop logique par rapport au reste. Donc là, c'est une grosse modif. Donc elle est repartie en recette pour bien confirmer avec le client que c'était bien ce qu'il voulait.
Et ensuite, on peut passer en production. Enfin, on est en production. Mais pas que. En vrai, il y a quand même des actions qu'on réalise systématiquement avec nos clients. La première, c'est de définir une date de mise en production. C'est tout bon, mais on ne fait pas de mise en production après mercredi soir. On travaille le week-end et le soir. C'est un peu chiant. Et surtout, la différence par exemple de logiciels ou d'organisation qu'on peut déployer en continu, nous on est dans une activité où parfois ce qu'on va déployer va avoir un impact direct sur l'entreprise, voire parfois il y a des interdépendances dans ce qu'on va déployer qui nécessitent aussi d'autres mises à jour. Donc en fait on est obligé de définir une date de mise en production. De manière générale c'est assez simple cette date, mais on définit cette date. Au moment où on va définir cette date, on va quand même rappeler à notre client systématiquement tout ce qui a été fait, ce qu'il va recevoir, ce qu'il va pouvoir utiliser au moment où on va réaliser ces mises en production. Et après, on va réaliser la mise en production. Quand la mise en production est réalisée, on va faire un suivi post-mise en prod systématique. On va prendre des nouvelles, savoir s'il utilise ce qui a été déployé, s'il a des retours, s'il voit des éléments qui commencent à le faire tiquer, des usages, c'est bizarre ça, pourquoi ça réagit comme ça, qu'on puisse comprendre, parce que parfois il y a des petites différences entre un environnement de recette et un environnement de prod, on n'est pas tout le temps ISO à 100%. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer qu'en gros, il va pouvoir l'utiliser. Et à partir du moment où il l'utilise, du coup, c'est parti. En fait, le logiciel est en utilisation. Avec cette organisation, puisque comme on disait, c'est que même si on a une logique de lot, on a une logique de dès qu'on peut déployer quelque chose en production, on aimerait qu'il puisse être utilisable par le client. Dans cette logique-là en fait, le projet prend 6 mois, 1 an, etc. Et quoi qu'il arrive, si au bout de 2 mois, on peut sortir déjà le premier usage qui va leur permettre de pouvoir commencer à utiliser l'application, on fonce dessus. Et je crois qu'on avait un cas d'exemple avec Azala Data, où on a déployé du coup une toute première version il y a quelques mois. Et on a eu des premiers retours, du coup on a eu d'autres retours après coup sur des erreurs de calcul. Mais on a également eu un retour d'usage qui était hyper intéressant. En gros, il a pu répondre en temps réel à un besoin qui n'avait jamais été identifié. C'est un cas d'usage qui lui tombait dessus au moment où il utilisait l'application et qu'il a répondu à un de ses clients. Et ça a été pareil parce que du coup, on a itéré rapidement, on a déployé assez rapidement une première version de l'application qui aujourd'hui nécessite encore des mises à jour, mais qui lui permet du coup déjà de commencer à pouvoir bénéficier de ce logiciel qui, en état de code, en fait, est assez conséquent. Et après, il y a la phase de maintenance, tout ça c'est fini. La phase de maintenance, en fait, c'est la même chose, mais très répétée. Concrètement, on a un sujet qui nous tombe dessus, et toute l'organisation qu'on a mis en place nous permet en fait de réagir rapidement quand on a notamment des sujets critiques, enfin des bugs critiques, l'application qui tombe, on a différents indicateurs de suivi, et on a aussi du coup la communication avec notre client, et on réagit très rapidement dès qu'on a en gros des éléments de l'appli qui ne fonctionnent pas. Donc voilà en conclusion, sur ces derniers mots sur l'organisation, je te laisse conclure sur comment on travaille à Collecti. Donc si on fait un petit résumé de ce qui a été dit, chez Collecti on se repose beaucoup d'abord sur la communication, en interne comme avec le client, pour avancer efficacement. Dès qu'il manque l'info, on l'a très rapidement, de cette manière, c'est vraiment ce qu'on privilégie. Dès qu'on a un blocage ou un problème de code aussi entre nous, c'est la même chose. Donc c'est la force de notre équipe qui est à taille humaine. Donc dans la forme, dans la communication, c'est très fluide, on a une grande activité, alors que, à contrario, le travail de conception en amont, donc le fond du projet, lui, il est très structuré, il est assez rigide, duplicable sur chaque projet avec nos clients. Donc chacun sait où il en est, ce qu'il attend aussi. Et c'est cet alliage du fond et de la forme qui fait un peu la force du collectif, du moins sa valeur ajoutée, je dirais. Merci à tous.